Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Andreï Kourkov. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes écrivain bien connu, ukrainien, d'origine russe. Votre premier roman, Le Pingouin, a connu un succès mondial et vous publiez Les Abeilles Grises qui sort demain ici en France et que j'ai ici chez Liana Levy, dans lesquelles on suit un apiculteur englué avec ses abeilles dans une guerre absurde. Tiens, on y revient dans un instant. L'Ukraine, on en parlait à l'instant, Andreï Kourkov, est malgré elle depuis des semaines au cœur de l'actualité internationale, menacée à sa frontière par des dizaines de milliers de soldats russes que Washington soupçonne de vouloir traverser et envahir le pays. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, selon vous ? Oui, en fait, il n'y a pas de panique en Ukraine. Les cafés, les restaurants à Kiev sont complets. L'air est normal, mais bien sûr, beaucoup de gens sont préparés pour la guerre et beaucoup de gens maintenant font des cours de défense territoriale. Il y a une loi qu'on peut rejoindre comme civiliste en groupe pour défendre sa ville, son village. Et aussi, il y a beaucoup de cours des aides médicales dans le cas de guerre. Mais oui, mais la guerre dure déjà 8 ans. C'est la continuation des guerres de Donbass, en fait. Est-ce qu'on croit vraiment en Ukraine? Parce que ces temps-ci, on parle beaucoup de la Russie, des États-Unis, de ce qu'en pense l'OTAN. On entend assez peu ce qu'en pensent les Ukrainiens, en réalité. Est-ce qu'on croit vraiment en Ukraine aujourd'hui que Vladimir Poutine va faire traverser ses soldats? Je crois que 30-35% des Ukrainiens croient que la guerre est possible. Et 60%, 65% ne sont pas sûrs ou ne croient pas. Il y a effectivement, vous l'avez rappelé, des précédents. La Crimée, annexée en 2014 par Moscou, et dont le sort suscite une indifférence assez générale. Il y a ce conflit dans le Donbass, où le cessez-le-feu est très régulièrement violé. C'est là que vous campez ce roman, Les Abeilles Grises, précisément dans une zone grise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel endroit on est exactement? Oui, en fait, la zone grise a la même longueur que la ligne de front. C'est 430 km. C'est la ligne de front de Donbass où il y a 40-50 000 de soldats ukrainiens situés. Et là, il y a des bombardements, des activités militaires chaque jour. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui restaient dans les villages presque abandonnés ou abandonnés. Il y a aussi des parties des petites villes qui sont dans la zone grise. C'est-à-dire qu'un côté est habité par les gens, mais l'autre côté de la ville est vide, et là, il y a des batailles. C'est une espèce de no man's land, et on le ressent en vous lisant, il n'y a pas de pharmacie, où le temps semble suspendu, où on ne sait même plus trop vraiment qui est l'ennemi. Oui, en fait, les gens qui habitent là, pour eux, les deux côtés sont ennemis, parce qu'il y a des gens des deux côtés qui parfois entrent dans le village, ramènent quelque chose pour ces gens. Et pour ces gens, la chose principale est survivre dans cette guerre, et ils ne comprennent pas souvent pourquoi sa guerre n'est pas finie. Qu'est-ce que cet état de fait, ce no man's land, dit de l'Ukraine d'aujourd'hui? Est-ce qu'une partie des Ukrainiens ont fait le deuil de cette partie, du Donbass, de la Crimée, à tout jamais, ou est-ce qu'il reste encore quelque chose? On reste. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont très émotionnels à propos de la guerre, à propos de Donbass. Et c'est aussi la faute des politiciens ukrainiens qui ne pouvaient pas intégrer les régions d'Ukraine différentes dans un vraiment pays solide. Et le Donbass était toujours séparé d'Ukraine centrale, d'Ukraine d'Ouest, avec une mentalité spéciale, plus collective que dans Galicie ou Bukovine. Et c'était aussi un peu plus nostalgique sur la vie soviétique, toujours. Comme ça, il y a des émotions très différentes. Il y a des gens qui n'acceptent pas Donbass comme l'Ukraine, mais c'est la minorité radicale. Pour la majorité, c'est l'Ukraine propre, c'est les pays des Cosaques aussi, et c'est bien sûr, c'était la région très industrielle, très importante pour l'économie ukrainienne. Et puis la Crimée a aussi, vous en parlez dans votre livre, une valeur sentimentale pour beaucoup d'Ukrainiens. C'était un lieu de vacances, un lieu de villégiature. Ma famille passait chaque été un mois à Yevpatoria. C'est une ville pour les familles, pour les vacances
avec des enfants. Et en fait, 2014, j'étais là la dernière fois avec ma famille. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Oui, comment s'écrit justement, comment est-ce qu'on peut écrire un récit national dans ces conditions? Où est-ce qu'est la ligne de fracture? Est-ce qu'elle est géographique? Est-ce qu'elle est démographique? Est-ce qu'elle est générationnelle entre ces deux Ukraines qui peut-être ne se comprennent pas ou plus? Pour moi, en fait, c'est la frontière entre la mentalité soviétique ou russe collective et la mentalité traditionnelle ukrainienne individualiste et un peu anarchique. Parfois, il y a 20 ans, en fait, sa ligne coupait l'Ukraine en deux. Mais aujourd'hui, sa ligne se trouve à Donbass, en fait. Et génération, il y a des différences entre les générations parce que les nouveaux Ukrainiens, les jeunes Ukrainiens sont très européens. Ils n'ont pas nostalgie sur la vie soviétique et ils ne savent rien en fait sur la vie soviétique. Pour eux, l'Ukraine c'est une partie d'Europe parce qu'ils voyagent beaucoup, ils se trouvent toujours à Paris, à Londres. Et comme ça, c'est la question de mentalité et c'est la guerre des deux mentalités. Parce qu'en fait, la mentalité russe était arrivée en Ukraine avec la langue russe, avec russification. Et maintenant, la langue ukrainienne reprend les territoires et pousse la mentalité ukrainienne vers l'Est. Est-ce que c'est de là que viennent vos personnages, ceux qui habitent vos romans, celui-ci comme le Pingouin, des personnages qui sont toujours un peu seuls, un peu perdus face au système, qui ont du mal à trouver leur place? Ce sont ceux du monde d'hier? C'est ça, c'est ça. Vous avez couvert, du moins... écrit sur la révolution orange, puis sur la révolution du Maïdan. Ce livre-là est un roman. Qu'est-ce que la fiction apporte qu'un récit peut-être plus journalistique ne peut pas apporter pour raconter précisément une réalité comme celle du Donbass aujourd'hui? Je crois qu'avec fiction, on peut plus facilement provoquer des attitudes, des pensées des gens. Ça en fait, pousse les gens à analyser la situation et comparer sa vie avec la vie des protagonistes du livre et pour comprendre aussi les régions qui sont décrites dans ce livre. Vous êtes Andreï Kourkov, né en Russie, vous êtes russophone, vous écrivez en russe vos romans. Pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas en ukrainien? Je crois que ça vous est reproché, côté russe, notamment de la frontière. En fait, mes livres ne sont pas disponibles en Russie. Et il y a peut-être jusqu'à 40-45% des Ukrainiens qui parlent russe. Parfois, dans la famille, ils parlent russe, dans les rues ukrainiennes ou dans le travail ukrainien. Mais pour moi, c'est important d'écrire dans la langue maternelle. J'ai appris l'ukrainien dans l'âge de 14 ans. C'est-à-dire que c'est une langue, c'est un peu... Je parle sans accent, mais ça reste pour moi un peu étranger. Parce que, bien sûr, les écrivains qui écrivent naturellement en ukrainien, ils peuvent dire beaucoup plus. Parce qu'il y a des sensations, il y a des intonations, des musiques, des langues dans la sang. Pour moi, bien sûr, la langue comme ça reste le russe. Comment est-ce que vous voyez, peut-être à titre personnel, les années qui vont arriver, sachant que on ne sait pas ce qu'il y a aujourd'hui dans la tête du voisin russe, a fortiori dans celle de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il renoncera à la façon dont il considère l'Ukraine comme étant toujours quasiment russe? Quelle est la porte de sortie? Comment est-ce que c'est forcément en allant côté européen que l'Ukraine s'en... L'Ukraine a pris la décision où l'Ukraine veut aller vers l'Ouest. Parce que, bien sûr, le choix est entre un régime avec la vie contrôlée par l'État, comme dans l'Union soviétique, le régime des policiers, en fait, et la vie plus naturelle pour les Ukrainiens, c'est la vie libre. Pour les Ukrainiens, la liberté est plus importante que la stabilité. Pour les Russes, c'est autre chose. La stabilité est plus importante que la liberté. Et c'est vraiment ces deux nations différentes qui étaient ensemble pour plus que 300 ans, en fait, à cause d'histoires entre Pologne et Turquie, parce que l'Ukraine
pendant 2-3 ans, dans le siècle 15e, 16e, 17e siècle, c'était le territoire libre avec des élections libres. Sans tsar, avec Guetman, qui était le chef d'armée, élu par les Cosaques et par l'élite. C'est-à-dire que c'était déjà au XVIIe siècle un pays démocratique. Mais à quel moment pensez-vous que le voisin russe va laisser l'Ukraine vivre son destin européen? S'ils deviennent fatigués, en fait, pas des combats, des guerres, parce que la Russie n'est jamais fatiguée de faire des guerres. Mais en fait, j'espère que le peuple de Russie devient fatigué d'être vu comme les ennemis des voisins. Ce n'est pas normal, en fait, être encerclé par les ennemis, comme les journalistes russes souvent disent que la Russie est encerclée par les ennemis, par les pays qui sont agressifs vers la Russie. Merci beaucoup Andreï Kourkov d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Donc les abeilles grises qui sort demain chez Liana Lévy, traduit du russe pour le coup en français par Paul Lequen, qu'on salue. Merci encore. Merci à vous. Très bon retour à vous. Là, j'en casse le micro et très bonne journée. Au revoir. Nous on se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.